Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà, donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. DMG, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien. Voilà, j'ai écouté une histoire d'une fille qui a appelé, qui a raconté comment, deux filles, elles ont raconté comment elles avaient perdu leur maman. Donc, j'aimerais raconter la mienne. J'ai déjà raconté, mais je pense que c'était trop long, donc tu n'as pas encore diffusé, mais pas grave, je vais raconter. Je vais essayer de rétrécir ça un peu. Il faut dire que ma maman était une dame bosseuse, très bosseuse, et fâchée. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ma maman fâchée. Peut-être qu'elle se cachait quelque part pour se fâcher, mais moi, je n'ai jamais vu ma maman fâchée, jamais de la vie. Il faut noter aussi que le mot altruisme, même là, c'était ma maman. Souvent, elle exagérait. Une maman, tu exagères. Mais pour elle, il n'y avait rien de tel, quoi. Il n'y avait rien de tel. Et puis, maman s'appelait Marie. Et quand tu parles, elle me dit non, que j'ai le nom de la maman de Jésus, donc je vais faire avec. Elle était tellement gentille. Et je me souviens qu'elle nous disait que tant qu'elle en vit, rien ne peut nous arriver. Il faut dire que moi, mon petit frère et moi, on était plus maman que papa. Parce que le papa était très compliqué. Très compliqué. Donc, on était plus maman que papa. Donc, je me souviens comme ça, l'année de son décès, elle nous a dit comme ça qu'elle a rêvé. Dans son rêve, elle a vu un vieux de son village qui lui disait, donc c'est ici, toi, tu te caches. Je t'ai trouvé maintenant. Et là, ma maman m'a dit, ils sont battus. Elle a bien frappé le vieux, très bien frappé le vieux. Il faut dire que ma maman est... Bon, dans la famille de ma maman, ils ont beaucoup de bras dans le commerce. Et ma maman n'est pas allée loin à l'école, mais elle s'est écrit. Mais côté commerce, elle a su. Elle a su grave. Donc, la jalousie disait pourquoi les enfants de ma grand-mère, puisque mon grand-papa marié beaucoup de femmes, mais pourquoi les enfants de ma grand-mère, d'autres sont arrivés loin, et ceux qui n'arrivaient pas loin, soit ils savaient faire le champ, soit ils savaient faire le commerce, ils avaient quelque chose pour manger, ils ne commandaient pas. Donc, ça a créé une jalousie bizarre là-bas. Il faut dire que ma maman, c'est quelqu'un qui voit. Quand quelque chose va arriver à quelqu'un, soit elle voit son rêve. Mais bizarrement, pour elle, elle avait rêvé, mais elle ne connaissait pas la signification. Parce que je me souviens qu'elle m'avait dit une fois qu'elle a rêvé, en étant dans le mois de décembre, parce que ma mère est décédée en décembre. Ma mère est décédée en décembre. Et elle me disait qu'elle a rêvé, que c'est comme si elle allait au village, on l'avait habillée, on l'avait sapée, bien maquillée. Ma maman est très belle naturellement, donc tout ce qui est maquillage, elle n'aimait pas trop en fait. Donc bizarrement, on l'avait maquillée, on l'avait bien habillée, que ça va chauffer. C'était dans le même mois de son décès. Et je me souviens, moi j'étais malade et je récupérais un peu. Je récupérais un peu de ma maladie. Et là, moi je me souviens pas, mais je pense que les gens ont dit qu'ils avaient entendu des miaulements un peu à côté de nous, mais moi je me souviens pas vraiment. Parce qu'elle est décédée, les gens ont eu à dire tellement de choses. J'étais encore très jeune. Donc, elle se lève le 29 décembre. Elle me dit, elle m'appelle. Elle me dit, je dois aller prendre mes marchandises. Parce que je vous avais dit qu'elle était dans le commerce. Elle me dit, je dois aller prendre mes marchandises. Tu vas bien? Comme j'avais dit, j'étais un peu souffrante. Elle me pose la question si j'allais bien avant qu'elle ne parte. Et DMG, si je savais, elle dit que je ne vais pas bien. Si je savais, j'ai dit que je vais très bien. Et ma maman est partie. Et mon papa est monté la veille, donc on n'a pas vu ma maman. Donc il est revenu le lendemain 29 parce qu'il est revenu le lendemain 29 parce qu'il est monté 28. Et votre maman est partie prendre ses bagages. J'ai dit, mais en décembre, je lui ai dit de rester à la maison. Donc, il est le temps de se reposer un peu. Mon papa reçoit un appel pour dire que maman a eu un accident de véhicule. On court, on arrive.
Maman me regarde dans les yeux. Puisque j'avais dit, maman voyait ce qui se passe. Donc, je ne sais pas si elle a su qu'elle allait mourir. Ça se priait, c'était qu'on prenne soin de moi, on prenne soin de mon petit frère. Maman est décédée très, très jeune. Très, très jeune. Elle venait même de faire une fausse couche avant son décès. Donc, mon petit frère, nous ne sommes que deux. Nous ne sommes que deux. Donc, quand c'est arrivé, elle nous regardait, elle disait qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin de nous. Et malheureusement, ma maman est partie. Et quand on est arrivé, notre maman, c'était dans un cercueil. Et l'accident en question, c'était un accident bizarre parce que la voiture s'est renversée, mais ma maman n'a pas été la seule à tomber. Il y a une mec qui est tombée plus grave que ma maman. Ma maman était la seule à dire, je ne peux plus me lever. Est-ce que j'entends DMG? Elles sont tombées. Il y a plusieurs qui sont tombées. Mais c'est maman qui était la seule à dire, je ne peux plus me lever, je ne peux plus marcher. Et arrivé à l'hôpital, mon père a acheté ce qu'il fallait pour l'opération, parce qu'elle devait suivre une opération urgemment. Et maman a rendu là. Donc imagine, nous, on n'a jamais rien connu. Notre papa qui est compliqué, tout est notre moment, et puis ça s'effondre. On a pleuré, et là, on est parti à l'enterrement. Et là-bas, on apprend que les demi-frères de ma maman, je ne les accuse pas, je ne peux pas les accuser. Ils ont été très ignorants. Les demi-frères de ma maman sont allés à une veille funèbre, à un funérail d'un pays voisin et d'un village voisin, autant pour moi. Et quand ils sont arrivés, leur amie pour laquelle ils étaient partis leur a dit merci. Vous êtes déplacés, vous êtes venus pleurer avec moi. Et vous, dans ce mouton-là, allez manger ça. Et comme ça, bon, après, on nous a dit, hein, quand on vous donne un mouton comme ça, quand vous venez, ce n'est pas un mouton qu'on doit garder, c'est un mouton qu'on mange. Mais maison qu'ils sont arrivés, ils ont voulu garder le mouton. Ils ont gardé le mouton. Donc, ce jour, c'était un 27 ou bien 26 décembre. C'était un 27 mai 26 décembre. Et le mouton se promenait dans un village comme ça. Et il y a quelqu'un qui devait faire la levée de son deuil, autant pour moi, de son deuil. Et chez nous, comme ça, quand tu fais lever ton deuil, tu te promènes. L'animal que tu vois, tu prends. Et quand tu prends, quand le propriétaire vient, peu importe le prix que le propriétaire va donner, tu payes. J'espère que vous m'entendez. Tu te promènes en fait. Et tu vois un animal pour faire lever le deuil. Peu importe que le prix que le propriétaire va donner, tu payes le prix. Et c'est comme ça, le monsieur, il a pris le mouton qu'on avait donné à mes oncles. Et il y a un des cousins de maman qui avait vu et qui allait dire à mes oncles que votre mouton là, tend à attraper ça. Donc le monsieur, mes oncles vont pour dire, ah, redonne notre mouton. Il dit non, que j'ai déjà pris pour lever le deuil. Que je ne peux plus vous donner le mouton. On a insisté, il dit, je ne peux plus vous donner le mouton, que j'ai déjà pris le mouton pour lever le deuil. Donc je ne peux plus vous remettre le mouton. Donc mes oncles, ça dit, donne notre mouton, donne notre mouton. Donc, il a discuté, eux, ils sont avancés vers la cour de mon papa. C'était au village, hein. Ça après, on nous relate les faits. Vers la cour de mon papa. Et là, mon papa, bon, nous, on n'est pas là-bas. Et là, le monsieur dit, ok, prenez votre mouton, allez avec votre malheur. J'ai chanté un peu. Devant la cour de mon papa. Et ce sont les frères de ma maman qui viennent réclamer leur mouton. Et le monsieur leur dit, prenez votre mouton, allez avec votre malheur. Et qu'ils sont partis dans dépêcher le mouton. Moi, j'en veux beaucoup à ces vieilles personnes qui étaient à côté parce qu'ils savent que c'est pas bon. Vous n'avez pas dépêché le mouton, mais c'est le jour que quelqu'un a pris pour aller faire des sacrifices, vous avez arraché, vous venez dépêcher le mouton. Sans savoir qu'ils étaient en train de tuer leur propre soeur comme ça. Parce que c'est la cour de mon papa. Et qui était lié à mon papa, c'était ma maman, qui est leur petite soeur. Et on vous dit, prenez votre mouton, allez votre malheur, vous prenez, vous partez. Et puis les vieilles qui sont à côté, il n'y a pas une qui a dit non, que c'est pas bon. C'est mouton de temps, on ne veut pas ça. Et ils ont dépêché le mouton, ont préparé le mouton. 2 jours après, ma maman a eu son accident. Ma maman est décédée, on n'a rien pu faire pour sauver ma maman. Et même, elle avait vu sa mort venir comme ça, quand elle me disait qu'on va la maquiller comme ça, comme ça. J'étais petite, je pouvais faire quoi? On se retrouve comme ça au filet. Un papa qui... Ma mère faisait tout, mon papa n'avait pas de pression. Moi, comme ça, j'ai fait les écoles privées. Ma mère faisait tout, mon papa n'avait pas de pression. Aujourd'hui, on se retrouve un papa qui lutte, qui est dans la dépression. Moi, je le dis clairement, quand le mois de décembre arrive, tous les mois de décembre, je tombe dans une dépression pas possible. Mais j'ai cru que c'était moi seul, mais je viens d'apprendre que mon papa aussi pareil. Il cachait ça en fait. Parce que je ne vis plus avec mon papa.
Après l'accident de ma maman, la grande soeur de maman qui a élevé ma maman, qui m'a vu d'être nous a récupéré mon petit frère et moi. Je ne cesserai jamais de lui dire merci pour ce qu'elle a fait pour mon petit frère et moi. Et c'est ça notre vie en fait. Donc, et comme ça, quand ma mère est décédée, tout le monde a su que sa mort était passée. Donc, ses frères ont voulu qu'elle sorte pour montrer ceux qui l'avaient tué. Et pendant qu'elle partait à l'église, le cercueil partait à l'église, les gens ont dit, si c'est quelqu'un qui t'a tué, faut te retourner, va nous montrer la personne. Le cercueil de ma maman s'est retourné. Mais c'est la grande soeur de maman chez qui je suis, celle qui nous a élevé, mon petit frère et moi, celle qui nous a recueillis, qui a eu à parler. Parce que ma maman, c'était une femme en forme, comme on dit, pistolet, avec un bassin, elle avait grossi encore. Donc imagine tout ça dans un cercueil, avec tout ça. Si elle tombait, c'était trop de trucs. Donc ma deuxième maman lui a dit, va te coucher. Parce que ma maman était quelqu'un de très timide. Va te coucher, Dieu va faire ton palabre. Effectivement, ce qu'on soupçonnait, il y a un qui a dit non, que si c'est vraiment c'est lui qui a tué ma maman, faut pas, il va faire avril. Effectivement, il est allé au champ, je ne sais pas ce qui s'est passé, il est quitté, il est tombé. On dit que c'est ma maman qui est venue le faire tomber, c'est d'après les gens, ceux qui voient. Et il a pourri là. Ma mère, au moins, elle est bien morte. On l'a enterré dignement. Mais lui, il a pourri jusqu'à ce qu'on ait trouvé son corps. On ne pouvait plus rien faire, ils ont juste renversé la tête. Et plusieurs sont morts comme ça. Plusieurs sont morts comme ça. Plusieurs sont morts comme ça. Et quand on a demandé aux petits, en fait, en sorcellerie, les enfants n'ont pas pitié. Hein. En sorcellerie, les enfants sont bêtes. Ils sont, bon, la sorcellerie même est déjà bête. Mais les enfants sont encore très inconscients. Donc, on veut faire les trucs, on envoie les enfants. Et quand on a attrapé les enfants, ils ont dit non, que on les envoyait. C'était comme un jeu. Les grands disent qu'ils vont, ils ne peuvent pas parce qu'il y a un feu. Ils ne peuvent pas atteindre. Ils ont envoyé les enfants. Et les enfants ont dit non, que c'est eux qui avaient tiré ma maman de la voiture. Il faut tomber ma maman dans le puits. Avec là où elle est tombée, puis elle ne ressentait plus sa hanche. Elle n'est pas tombée à terre. Elle est tombée d'un puits. Parce que ceux qui sont tombés avec elle n'ont plus ressenti leur hanche en fait. Mais pourquoi son tour? Déjà nommé maman d'un puits. Que je regrette. C'est le vieux, le vieux qui était tombé sous le manguier qu'on dit c'est maman qui avait tiré, c'est lui qui les avait envoyés. Parce que quand lui est parti, on l'avait frappé, il avait envoyé les enfants. Et comme ça, nous sommes devenus orphelins. Donc, quand j'ai vu les filles qui ont raconté l'histoire de leur maman, comment leur maman est décédée, ça m'a rappelé un peu. J'ai voulu raconter la mienne en fait. Maman, méfiez-vous. Et il y avait tellement de jalousie parce que maman elle avait le commerce dans le bras. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Et j'avais oublié de dire un truc. Vous savez, moi, j'aime beaucoup le chien. J'aimais le chien avant, mais j'aimais encore plus le chien quand j'ai perdu ma maman. Vous savez, maman avait un chien qui ne la quittait pas à la maison, parce qu'on avait beaucoup de chiens. Le chien de maman ne quittait jamais ma maman. Quand elle va au champ, le chien la suivait partout. Vu son décès, le chien l'accompagnait jusqu'à la gare et en revenant, le chien a fait un accident. Bon, 2 jours avant son décès, le chien a fait un accident. Le chien boitait même. Il boitait, il pleurait la nuit. Et les gens ont dit non, que c'est l'accident de ma maman qu'il avait vu. Il a voulu prendre, mais il n'a pas pu prendre. Et puis, 2 jours après, ma maman est décédée. Pendant qu'on pleurait, c'est pas pour dire on. Pendant qu'on pleurait, mon papa et mon petit frère étaient encore petit. Il avait à peine 7 ans, 8 ans. Il connaissait quoi? Il connaissait quoi, cet enfant? Le chien est venu mettre ses 2 pattes sur mes pieds et puis me regardait dans les yeux. DMG. Pendant qu'on pleurait, le chien a mis ses 2 pattes sur mes pieds, sur le pied de mon papa, et puis nous regardait dans les yeux. Mon petit frère était encore petit. Je me rappelle que quand on avait notre maman à la mort, il nous disait, pour qu'on ait mis les verres sur ma maman, donc on le verre va respirer. Le mal ne vient jamais de loin. Parce qu'il y avait ses soeurs, un peu après quelques informations, les oncles ont un peu parenté, le mal ne vient jamais de loin. Ceux qui ont encore les mamans en vie, les papas en vie, c'est le moment de profiter d'eux. Profiter d'eux. Et c'est comme ça que j'ai perdu ma maman de façon bête. Façon bête, à cause de moutons. Quand on dit décembre, maman, il me cherche. Décembre, tout le monde cherche à l'habiller. Moi, il me cherche. En tout cas, merci pour ce que tu fais. Puis j'espère que tu vas publier. C'est vrai que ça fait 13 minutes, mais j'essaie de couper un peu. J'espère que ça, tu vas publier. Puis merci pour ce que tu fais. Gros bisous à toi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Ouais, bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Ça fait longtemps, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, l'histoire que je vais raconter, je crois qu'on va l'intituler. Comment on va l'intituler là? On va l'intituler une pratique mystique qui a mal tourné.
En fait, l'histoire se déroule ici, en Asie centrale, dans un pays d'Asie centrale, où je suis actuellement. L'histoire se déroule, on est dans les 2018 là-bas, je crois bien, ouais, 2017-2018. Donc, c'était un gars, en fait, c'est quelqu'un, toute sa famille est dans les pratiques, hein. Ils sont dans les sectes et tout, et tout, et tout. Donc, comme le frangin, c'était le dernier de sa famille et tout le monde était dedans. Et vu que il a profité des largesses de la famille, quoi. Bon, on va dire la famille a profité des largesses de leur truc là où ils sont là. Des choses bizarres là, tu vois. Donc, il fallait aussi que le petit rentre, tu vois. Je crois que lui, il faisait tourner les gars comme, bon, écoutez, moi je suis encore à l'école, je suis encore à l'université et tout. Donc, voilà. Donc, le frangin, une fois, il était à bord tombé gravement malade. Il était tombé gravement malade. Donc, sa grande sœur était venue. Voilà, il fallait faire les prières, on l'a soigné, machin. Apparemment, la maladie qu'on l'avait lancée, c'était un avertissement pour lui dire que, bon, écoute, il est temps pour toi de rentrer. Tu vois, tu as déjà été diplômé, on t'a donné le stage, machin. Donc, lui, il boudait. Il a dit, lui, il veut continuer le master. Parce qu'il faisait la médecine. Donc, il a encore essayé de dribbler les gars, dribbler, 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 dribbler. Donc, après, le gars, il a refait une chute. Le mec, il a refait une chute. Du coup, c'était vraiment grave en fait. C'était grave, c'était grave. Donc, je crois qu'après, je crois qu'il a accepté certaines commodités. Que bon, voilà, 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 écoutez, c'est bon. Bizarrement, après la maladie s'est arrêtée. Il se sentait déjà un peu mieux. Il faisait un peu le sport. Donc, un jour, le mec, il décide d'organiser une pool party. Donc, il organise la pool party et tout. Et il a tout financé, hein, tout financé, tout financé. Je vous dis, le mec, il respirait. Son oncle, c'est celui qui payait tout, je crois son grand frère ou son oncle, celui qui payait à l'époque tous les diplomates de la zone Asie, tous les diplomates gabonais de la zone Asie. Et tu vois, c'est pour dire que c'était pas un petit. Donc il a organisé le pool party seul, les gens lui seul, celui qui a sorti de l'argent, tout, 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 tout. Et la maison où il louait, il ne louait pas, celui louait avec quelqu'un là-bas. Et c'est comme ça que le frangin avec qui il louait, il a légué certaines missions, que vas-y, occupe-toi de ceci, cela, machin, comme ça. La poule party commence, le monsieur qui organise, lui-même, il n'est pas là. Il est où, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que le frangin gabonais avec qui il restait, parce que c'était deux Gabonais. Donc, il voit un Camerounais là, il a dit au gars, écoute, va à la maison, va voir ce qui se passe, parce qu'on l'appelle, il ne décroche pas à rien, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque le frangin camerounais arrive à la maison là-bas, lorsqu'il ouvre la porte, DMG, on te dit, la machine à laver qui était à la douche se retrouve à la cuisine, le frigidaire qui est à la cuisine se retrouve dans la chambre. Par quelle magie, avec quelle force il a soulevé, on ne sait pas. C'est comme ça que le frère camerounais, il appelle le frangin camerounais que, oh, man, c'est chaud chez vous ici, je ne peux pas rester dans la maison là. Je sens un mouvement bizarre. Je sens un mouvement bizarre. Le frangin aussi quitte là-bas, le Gabonais avec qui il restait. Le gars, ils arrivent là-bas. Donc, quand le Gabonais arrive et tout, il y a des gars qui avaient déjà appelé la police. Donc, on commence à chercher le gars, il est où dans le. Il est où, il est où, il est où. On commence à checker les caméras. Parce que ici, il y a beaucoup de caméras. On commence à checker par où il est sorti. Donc, quand on check la caméra, on l'a vu tracer quelque part. Ils sont allés le fouiller là-bas, il était caché quelque part, nu, comme il est né. Comme Adin Ève dans le jardin d'Éden. Nu, complètement. C'est comment le gars était devenu fou. C'est comment. C'est comme ça que le frangin, là, il a appelé. Comme les deux travaillaient, ils étaient en, comment on appelle ça, en stage. Ils étaient en stage à l'hôpital. Donc, c'est comme ça qu'il y a un qui appelle l'hôpital. Ah, il faut amener les gars comment on appelle, les gars qui camisolent, là. C'est comme ça qu'on l'a mis, on l'a attaché, on a le mettre quelque part. Donc, quand le frangin gabonais va dans la maison, il trouve des signes avec le sang. Avec le sang, genre dessiner les signes, tu vois les signes là, les incantatoires là. C'était dessiné sur le mur avec du sang. C'était dessiné sur le mur avec le sang. Qu'est-ce qui s'est passé?
La machine à laver, un être humain normal, attends, tu vas soulever ça comment? Le frigidaire égale le grand frigidaire. Il faut au moins 3 ou 4 personnes pour soulever. Ça fait comment pour quitter la cuisine, pour se retrouver dans la chambre. La maison était dans un état de délabrement. Dieu seul sait, il fallait voir ça avec ses propres yeux pour croire. Le sang partout sur le mur, avec les incantations. Avec des signes, pas les incantations, c'est-à-dire les signes. Donc, moi, avec du recul, quand l'histoire est venue me retrouver, avec du recul, j'ai essayé de pousser la réflexion plus loin. Donc, moi, je me suis dit, le boy en question, là, moi, je know Samifa, je connais sa famille, je sais qui ils sont, tu vois. J'ai dit, le gars, là, on lui a proposé ça. On lui a proposé, c'est celui qui l'a fait l'incantation. Et ça n'a pas, il n'a pas bien prononcé les trucs, tu vois. Ou alors, il a bien fait l'incantation, et quand le machin s'est manifesté, il n'a pas peut-être supporté. Parce que vous savez, il y a des machins là que les gars font. Donc quand le truc apparaît comme ça là, si tu fuis toi-même là-bas, tu peux devenir fou. Tu vois un peu. Donc c'est sûr que le frère, quand il a vu le truc apparaître, il n'a pas supporté. Donc il a fui. D'où le fait qu'on l'ait trouvé nu. Tu vois. D'où le fait qu'on l'ait trouvé nu. Et c'est sûr que c'est l'esprit en question là qu'il a invoqué, qui a sûrement déplacé les choses dans la maison. Tu vois. Et le gars, après, il est retombé gravement. Il était devenu presque fou. Il n'a même pas fini son master. On l'a renvoyé au Gabon et tout. Après, il en se suit qu'après, il a signé, il a signé le contrat. Parce que peu après, quand je voyais maintenant ses photos, il y a une secte au Gabon qu'on appelle les jeunes premiers. Ils ont une façon de s'habiller là. Ils sont toujours en chemise violette, nœud papillon, pantalon bleu, machin. Donc je l'avais vu comme ça là. Il avait publié une photo. J'ai dit, mais attends, mais le truc là, c'est la secte là qui se trouve au niveau de. La maison mère de secte là se trouve au niveau de Port-Gentil. Lui là, il fait quoi habillé comme machin, c'est là où je suis que. Ah, le frangin, il est rentré dedans là-bas. Il est rentré. Et là où j'ai encore su que le frangin était bien dedans, parce que le frangin, il avait les allures d'homosexuel. Et cette là, c'est là-bas, c'est leur machin, c'est taper les hommes comme eux. Ils ne se font que les hommes entre eux, ils se font entre eux les hommes. Tu vois. Là-bas, il n'y a pas les femmes, là-bas, il n'y a que les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Quand une fois tu adhères, sache que tu dois coucher avec des hommes. Et depuis ici, il avait les allures d'homosexuel. Quand on sortait même, on est là, on sort en garçon. On veut attaquer les filles, oh, laissez les gars tranquilles. Non, 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 non. Il voulait toujours dormir avec les hommes qu'on lui. Donc quand il dort avec toi, le gars, il te serre. Il te serre, on dirait, je sais pas, il dit, oh. On dirait un bébé, tu as vu quand le bébé stresse ou bien quand le gars il te serre dans les bras. Et j'avais déjà des petites rumeurs qui circulaient que le gars là il est homosexuel, c'est un homosexuel. Donc lorsque je l'ai vu avec la tenue là, justement dit ah. Donc mes soupçons étaient vrais. Mes soupçons étaient vrais. Donc je suis sûr que le mec il a signé. Il avait signé quelque chose parce que c'est pas normal. Souvent quand les gens font les incantations, je crois que c'est sur le sol, sur les carreaux qu'on dessine les signes, machin, mais lui c'était sur le mur avec le sang. Avec le sang. Donc voilà un peu mon histoire. J'espère que je n'ai pas été long. Donc à tous les frangins, de faire attention. Là où vous mettez les pieds, quand vous faites vos pratiques, là, attention, les amis. Si vous faites vos choses, faites ça bien. Quand le truc là apparaît, il ne faut pas fuir. Parce que après, c'est les dégâts. Et c'est pas tout le monde. Je ne sais pas lui comment il a fait pour sortir de là vivant et tout. Donc voilà. Ou alors restez comme vous êtes. Vous faites un petit truc. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut de personnes. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous gagnez votre petit argent. Vous mettez ce que vous voulez mettre de côté. Voilà quoi. Et puis vous faites votre vie. Donc voilà, c'était un peu mon histoire. Et de dire aux gens de vraiment faire attention. Donc si vous savez que vous avez toute votre famille dans ces choses-là et que vous ne voulez pas en faire partie, vous me prendre vos distances.
Vous ne bénéficiez pas de leur largesse, vous ne prenez pas leur argent, vous ne faites rien. Restez pour vous. Parce qu'ils n'auront pas de... Ils n'auront rien à vous reprocher que ouais, c'est à cause de nous que tu as fait ceci, ça là, que tu as eu là, ces machins. Oh, l'école où tu es allé là-bas, c'est parce que c'est notre argent. Non, 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 non. Moi, vous n'êtes pas redevable à ces personnes-là. Donc voilà. Donc la famille, n'oublions pas de partager, de liker, et puis que Dieu bénisse tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG. J'espère que la grande famille se porte bien. Moi, je viens vers vous avec une histoire. Il y a une dame qui a posté l'histoire sur l'épisode 487, histoire 5. Je vais raconter également mon histoire que j'ai vécue. J'ai hébergé, pour faire court, j'ai hébergé la fille d'une copine à moi. Et cette petite fille, je peux dire petite fille par rapport à mon âge, et elle a l'âge de ma fille. Elle avait déjà atteint 21 ans, c'était déjà une jeune femme. Mais sur le territoire de Mbengue, elle était encore mineure. Mais avec l'âge du continent, elle avait déjà atteint 21 ans. Voilà que la petite arrive rejoindre sa maman en Mbengue. L'hospitalier entre la mère et la fille, ça ne se passe pas bien. Ma copine passe le temps à pleurer que ça ne va pas avec sa fille, ça ne va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà qu'elle me propose un jour, s'il te plaît. Est-ce que tu peux prendre ma fille? J'ai dit oui, sans toutefois réfléchir. J'ai dit oui. J'ai pris sa fille pendant une année. Logé, nourri, blanchi, comme on dit en général. Cette fille m'a fait voir de toutes les couleurs. Quand j'ai écouté l'histoire de la dame qui parlait de prendre les enfants dans la famille pour faire plaisir à la belle famille, j'ai tout de suite pensé à l'histoire que moi j'ai vécue. Sauf que la fille que moi j'ai hébergée chez moi, elle ne faisait pas partie de ma belle famille. Elle faisait partie d'une de mes copines. Et que cette copine-là, elle et moi, on était déjà comme on dit souvent, la sœur d'une autre mère. Mais mon mari connaissait la dame en question. Donc on était déjà comme une famille. Quand je prends donc sa fille, heureusement pour moi, les périodes-là, j'étais à fond dans la prière. Et chez moi, dans mon ventre, mes entrailles, j'ai une de mes filles qui est née avec qu'elle voit. Elle voit, elle entend. Quand la fille de ma copine vient habiter à la maison, au début, tout va bien. Avec le temps, je constate que il y a toujours une grenouille qui me réveille. À les mêmes heures, 3 heures, 2 heures, 4 heures. Nous sommes en Bengue. Au petit matin, à des heures que je vous ai citées là, une grenouille. Vous connaissez comment la grenouille fait, le cri de la grenouille. Voilà. Donc ce cri-là, ces pleurs de la grenouille là, je ne sais pas si je peux dire les pleurs. Tous les matins, au petit matin, je saute de mon sommeil. L'appartement, je cherche, mais d'où vient cette grenouille? Je regarde, il n'y a pas de grenouille. Et tout de suite, mon corps me dit, va dans la chambre des enfants, parce qu'elle dormait avec mes 2 filles, la première et la deuxième. Va dans la chambre de mes enfants. Quand j'entre dans la chambre de mes enfants, la grenouille arrête de faire ces pleurs-là, ces cris-là, son bavardage-là. La grenouille arrête tout de suite. Je n'entendais plus rien. Je fais le tour de la maison, je regarde d'abord mon mari, il dort profondément.
Je vais du côté des garçons. Les garçons dorment profondément. Mes 2 filles dorment profondément. La fille de ma copine, si même, elle dort profondément. 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai commencé à me lever dans la prière. Dès que cette histoire de grenouilles, les pleurs, là, me réveille, je me mets à parler. Tout autour de l'appartement, dans l'appartement, au salon, à la cuisine, dans la chambre, la salle de bain, les toilettes. Je prie, je parle, je prie, je prends autorité, jusqu'à ce que je vais me fatiguer et m'endormir sur le canapé. Et le matin, il fait jour dehors. La journée commence. Entre-temps, on fréquentait une église. Dans cette église-là, chaque fois que on levait les prières, les adorations et tout ça, la fille s'y tombait. Et quand elle tombait, elle parlait. Elle racontait les histoires de sa famille. Elle disait comment sa maman l'a vendue. Ma copine que je disais la sœur d'une autre mère, à l'époque là, parce que jusqu'à maintenant, elle et moi, on ne se dit plus. Ce n'est plus ça. Elle se met à pleurer là à l'église. Je n'ai rien fait. Oh, je n'ai rien fait. C'est comme ça que le pasteur va lui dire. Il faut nous dire ce qui s'est passé. Comme ça, on va chercher la solution. Ça passe. Et la petite la mangeait. Et il y avait une atmosphère chez moi que parfois mes 2 filles, quand ils engageaient les querelles, ça quittait aux querelles, ça tombait, ça suivait la bagarre. Parfois même mon mari et moi, même dans la chambre, c'est comme s'il y a quelqu'un qui nous observe. J'avais tout le temps l'impression que dans ma chambre conjugale, quand je suis couchée avec mon mari sur le lit, il y a quelqu'un qui nous observe. Je me lève, je mets la lumière, je fais le tour de l'appartement, je ne vois rien. C'est après que j'ai compris que sa maman, qui était ma copine d'une autre mère, l'avait envoyée en mission chez moi. La mission, c'était pour gâter mon foyer. La mission, c'était pour faire quoi? Pour arracher le don que ma fille était née avec. Donc, le don de voyance, là. Elle voyait des choses de au-delà. Donc, même mes enfants m'étaient persécutés, je ne voyais pas. Elle a commencé, la fille de ma copine que j'ai hébergée chez moi, pendant 1 année là, elle a commencé à monter mes enfants. Ma première fille, elle est devenue une autre personne. Je ne la reconnaissais plus. Je parle la petite balle, je parle la petite balle. Heureusement pour moi, dans ces moments difficiles-là, mon mari utilisait l'intelligence, la sagesse. Tous les dimanches, mon mari nous faisait l'assise à la maison. Il nous parlait de l'amour. Il nous parlait du pardon. Il nous parlait de l'amour, nous parlait du pardon. Tout le temps. Est-ce que ça joue aussi un rôle? Je ne saurais pas vous répondre. Mais la fille de ma copine, elle avait une mission. Un beau jour, quand ma fille se lève et me dit, maman, il faut qu'elle parte. Maman, il faut que B parte. Donc, son prénom commençait par B. Il faut que B parte de la maison. J'ai dit, explique-moi bien qu'est-ce qui se passe. Ma deuxième fille me dit, maman, toutes les nuits, elle sort. Toutes les nuits, elle sort. Quand elle sort, elle entre directement à travers cette mur-là, le mur qui sépare ma chambre et la chambre de mes filles. Elle traverse tout de suite le mur-là, elle se retrouve dans votre chambre. Elle vous observe tous les soirs. Elle vous observe tous les soirs parce qu'il y avait même certains soirs que mon mari et moi on a envie de faire les choses des grandes personnes, ça ne passe pas. Il y a quelque chose qui nous empêche de faire le pas. Mon mari et moi, on devenait déjà comme frères et sœurs. C'est quand ma fille me dit ça que je dis, ok, j'ai compris. Mais pour que cette fille parte, c'est comme si elle m'avait attaché les yeux, comme si elle m'avait attaché les mains, comme si elle m'avait attaché quelque part que j'étais incapable de prendre la décision.
Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ça a pris du temps. Un beau jour, j'ai commencé à chercher mes sous-vêtements. J'ai commencé à chercher mes habits. Et il y avait des choses qui disparaissaient à la maison. La goutte d'eau qui déborde le vase. J'avais une veste en cuir qui m'avait coûté cher. Je m'étais fait plaisir. Après avoir bouffé une cotisation, j'ai dit je me fais plaisir. Je suis allée acheter cette veste. Je l'ai portée seulement 2 fois. La veste a disparu. C'est quand cette veste... Je cherche la veste, je ne couvre pas que je pète un câble. Et dans ma colère que ma veste doit sortir, j'en ai ras-le-bol. Que je dis, toi là, pris tes affaires, tu pars, mais j'en ai marre. C'est comme ça que je mets la fille là dehors. Et quand je mets la fille dehors, j'appelle sa maman pour lui dire, viens prendre ton bagage. Je ne peux plus supporter. Tu savais que ta fille était comme ça. Voilà. Elle me commence les problèmes avec moi. Donc, ma copine là, à l'époque, elle a commencé à me faire des problèmes. Grave problèmes. C'est après que je pars voir le pasteur dans l'église où on priait. Le pasteur me dit, ma fille, je n'ai pas voulu te dire. Parce que j'ai vu que tu avais l'amour. Mais tout le temps, je priais. Je priais pour toi, je priais pour les enfants, je priais pour vous et ton mari, je priais pour ton foyer. Et je priais que Dieu te montre qui tu as ouvert les portes chez toi. D'un côté, j'ai dit, aïe, mais c'était le devoir du pasteur, c'était au pasteur. Le pasteur, s'il avait vu, il n'avait qu'à me dire. Ou bien il me disait clair et net que tu as fait rentrer quelque chose chez toi que tu ne devais pas. Bref, j'ai fait sortir, la petite est partie. Et c'est depuis que j'ai fait sortir cette fille-là que sa mère, tellement elle m'a cherché des problèmes que j'ai dit, pardon, passez une autre route. Moi aussi, j'ai ma part de route à faire, que elle et moi, la relation s'est arrêtée. Donc, conclusion, l'histoire que la dame a racontée dans l'épisode 487, histoire 5, où elle disait que quand vous faites entrer quelqu'un chez vous là, ayez les armes pour ça. Ayez les armes. Soyez sûr que ce que vous faites entrer chez vous là, c'est du bon. Si ce n'est pas bon là, mettez-vous en position que vous êtes en guerre. Donc, moi, Dieu merci, sa mission n'a pas marché. Parce que ma fille, comme elle est née avec ce qu'elle est née avec, son esprit même n'est pas facile aussi. Moi-même, je suis une autre. Peut-être que mon caractère, la période-là, m'a aussi sauvée. Voilà. Faisons attention aux gens qui entrent chez nous. Faisons attention à qui nous ouvrons les portes pour entrer dans notre champ magnétique. Nos appartements, la chambre à coucher, la cuisine, le salon en général, ta maison, c'est ton champ magnétique parce que tu passes plus de temps dans cet appartement-là. Donc, faisons attention, mes frères et mes sœurs. Sur ce, très bonne journée. Merci beaucoup pour ce que DMG tu fais. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Coucou, bonjour à la famille DMG. Bonjour à toi DMG, j'espère que tu vas bien. En tout cas, nous, ça va malgré les coups de la vie. On s'en sort. C'est encore la petite Gabonaise. Je viens avec une autre histoire que j'ai vécue parce que j'en ai tellement. Comme là, j'ai déjà pu avoir le courage de commencer, je vais continuer. Je viens avec cette histoire qui m'a marqué dans mon enfance. J'étais encore au primaire, en classe de CE2. Mon père étant le directeur de l'école où nous étions, on était donc logés à l'intérieur. Tout ce que papa payait, c'était la nourriture parce que le logement était gratuit, l'eau et le courant aussi. Et donc même nous les enfants, si on avait envie de jouer, on jouait dans l'école, on faisait tout dans l'école. Et déjà qu'ils n'aimaient même pas qu'on aille chez les voisins, même si nous on faisait toujours en cachette et puis on nous tapait. Bref. Donc j'étais en classe de CM2 et
là, ça commence. Pendant l'année ou pendant le début, on reçoit un nouvel élève. C'était une fille avec son frère. Le frère, je pense, il était en CM1, donc la 4e année. Et elle était en CM2, qui est la 5e année. On emmène, et je vais donner le pseudo Dodo. On emmène Dodo, on présente Dodo à toute la classe. Et je précise aussi que notre enseignant à cette époque, dans cette classe, c'est mon oncle. Enseignant, mais aussi pasteur. Il a sa propre église. Donc, il nous présente Dodo. Et après, on demande à ce qu'elle aille s'asseoir. Elle ne réfléchit pas directement, elle vient s'asseoir à côté de moi. Je me dis, tiens, j'ai trouvé une partenaire en désordre, là, c'est fini. Ça va chauffer. Donc, on est là pendant l'année, ça travaille, ça joue. C'était quelqu'un qui, pendant les devoirs, avait toujours la moyenne. Mais moi, quand je venais tricher, je n'avais pas vraiment la moitié de ce qu'elle avait. C'est vrai que je pouvais avoir mes 10, 11, 12, mais elle n'avait jamais les moins de 18. Et on avait remarqué qu'à chaque fois qu'on donnait un devoir, elle avait d'abord l'habitude de demander la permission pour aller aux toilettes. Quand elle revenait, elle se mettait à travailler. Et là, quand le devoir sort, mamé, pendant que nous, on nous bastonne là, notre enseignant, mon oncle, il avait une chicotte pour chaque partie de notre corps. Il y avait pour les bas des pieds, il y avait pour les mollets, pour les cuisses, pour les fesses, pour le dos, pour les mains, même pour la tête. Donc quand il te tape, il te demande de choisir. Ça, c'est à l'époque où on acceptait encore la chicotte à l'école. Et donc, on continue l'année. Un jour, on est en classe, on écoute derrière, vu qu'il y avait des toilettes à l'arrière, une petite fille qui se met à crier, une fille de l'école qui crie « Au secours, au secours !» Elle pleure. Quand on vient, qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant plus d'une personne. Les gens crient « Oh, au secours !» Ça fouille. Mon père, directeur, il sort du bureau parce qu'il est alerté par les autres enseignants que non, monsieur, venez voir, il y a quelque chose de bizarre. On demande qu'est-ce qui se passe. Oh non, il y a un monsieur là-bas qui est en train de piquer le couteau à un enfant et la femme du monsieur mange le cœur de l'enfant. Mais les gens viennent voir. Nous autres, là, on vient, on regarde, on ne voit pas l'enfant en question. Or, papa lui-même, il vient, il regarde. Comme c'est quelqu'un qui ne croit pas à ces choses-là, il banalise. Oh, laissez-moi ça et tout. On a laissé la chose se faire. Un autre jour, en fait, il y avait dans l'école maintenant que des faits comme ça, des histoires de ce genre. Oh, je vois telle chose. Oh, tout le temps, il y avait du bruit. Papa, à un moment, il s'est réuni avec les parents et les enseignants pour dire que bon, l'affaire est un peu bizarre. Mais le pasteur dit, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de prier. À chaque fois que vous emmenez vos enfants à l'école, trempez-les dans le sang de Jésus parce que ce qu'ils voient, nous, peut-être on ne voit pas, mais c'est grave. Faites attention. On avait même eu, je pense, en cette année-là, on avait eu 2 décès dans l'école des enfants qui étaient décédés, on ne sait pas pourquoi. Dans l'école, comme je disais, on restait dans l'école. J'étais en train de me laver avec mon petit frère. Et donc, je suis partie. Lui, il est resté vu qu'il voulait trop jouer. Au moment où il sort de la douche, il veut partir dans la chambre pour s'essuyer, s'habiller. Il voit la porte qui joue. Quand il voit la porte jouer, il regarde, il voit une tête qui sort. Et la tête là, c'est mon visage. Il me dit, oh, arrête de jouer, laisse-moi tranquille, sinon papa va encore venir nous gronder. C'est comme ça qu'il nous a expliqué. Après, il voit la chose se cache. Ça revient, ça se cache. Peut-être 3 fois. Quand maintenant il vient pour dire qu'il va ouvrir, pour dire, il met la lumière, il dit, mais pourquoi tu m'embêtes? Quand il fait ça, il ne voit personne. L'enfant se met à crier dans la maison. Il pleure, il est bloqué sur place, il n'arrive pas à bouger.
Quand il me voit venir, il voit aussi notre marâtre qui était là avec ma grande sœur. C'est comment tu pleures quoi? Oh, j'ai vu, il m'a vu derrière la porte et quand il a mis la lumière pour me demander d'arrêter, j'ai disparu. Comment ça? Moi-même, vu que je suis quelqu'un qui a je vais dire quoi, une tête ouverte, quand je me concentre là vraiment, et même des fois, je fuis, mais on me montre des choses, je vois, mais j'ai encore la peur jusqu'à présent. Bien sûr, je connais exactement ce que je dois faire, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à supporter. Donc, je refuse d'accepter ça. Et quand je refuse, parfois je subis, parfois je prie, je brise. Moi-même dans la maison, je voyais des choses. Je suis du genre, j'étais du genre plus jeune, les choses que les enfants font souvent, ils mettent l'oreille, ils collent l'oreille au sol, ils se mettent à parler. On demande, tu parles avec qui? Moi, je dis, je parle avec des gens. Moi, je parlais avec. Je n'avais qu'à mettre mon oreille au sol et je parlais. Je te faisais même parfois 1 heure. Même mon père m'enlevait, me grondait, me tapait. Mais moi, j'insistais avec ça. Parfois, je suis là assise. Je me mets à parler avec je ne sais qui. Quand on me demande, tu parles avec qui? Je dis, mais je parle avec elle. J'étais un peu comme ça. On revient à ma copine, ma, ma camarade. Elle faisait pendant des moments aussi, elle emmenait des bonbons à l'école. Mais elle voulait à tout prix que moi, je puisse les sucer. Sauf que je ne voulais pas. Je ne sais pas pourquoi mon cœur avait comme un dégoût pour ces bonbons. Et ceux-là qui suçaient ça venaient après dire non, moi j'ai voyagé, j'ai aimé le voyage. En tout cas, non, qu'on va voyager et tout. Et ils demandaient toujours les bonbons. C'est comme ça qu'un jour, parce qu'il y avait beaucoup de choses, je ne veux pas aller en longueur. Voilà, on était en pleine composition, déjà presque à la fin de l'année, parce qu'après maintenant, il fallait préparer le CEP et le concours d'entrée en 6e. On est là pendant les examens de fin de palier. Mon oncle qui est pasteur, enseignant, notre enseignant pasteur, son frère, donc mon père l'appelle au bureau que viens, je veux te parler. Donc quand il sort, il nous enferme dans la classe. Que travailler, j'arrive. Il pouvait faire déjà 16 heures. Donc nous on reste en classe, on dit ouais, champ libre, on commence à jouer et tout le reste. Comme je disais, à l'époque là, il y avait même les vieux étaient dans les classes comme ça là. Il y avait même des gens de 18 ans en 5e année, ça c'est avant. C'est pas comme aujourd'hui, on voit 7 ans en 5e année là. Nous avant, on avait les vieux poumons. On avait les pères et les mères de famille. Donc là-bas, j'avais dans la classe aussi, j'avais un couple que j'appelais papa et maman. La fille se décide à aller les taquiner. Le garçon refuse, laisse-moi tranquille. Elle insiste. Il a juste pris son stylo, il a tapé ça sur le front de la fille. Que toi, tu ne comprends pas, je te demande de me laisser tranquille. Quand la fille est tombée, raide au sol, je dois préciser que le garçon aussi, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Elle est tombée. On a commencé à paniquer dans la classe. On a appelé notre enseignant, mon oncle. Au secours, monsieur, venez, il y a le danger, monsieur, au secours, on pleurait. Il arrive là-bas, il vient, il ouvre la porte, il trouve Dodo allongé. Oh! Il appelle Dodo. Elle ne se réveille pas. Dodo, il sent que non, là, il va avoir un problème parce que la chose se passe derrière lui. Si les parents arrivent pour se plaindre, il sera dans le tort. Il dit non, ça ne peut pas rester comme ça. Il prend sa Bible. Il commence à sortir des versets bibliques. Dodo, je te demande de te lever. Quand la petite ouvre les yeux de l'enfant ont changé. C'est devenu rouge. Quand l'enseignant regarde ça, il demande à toute la classe de reculer. On panique, on crie. Il dit non, ça c'est mon cas. Il ferme la porte à clé. Il revient. Il demande
Toi, qui es-tu? Ça ne répond pas, ça sourit. Toi, qui es-tu? Au nom de Jésus, tu vas me répondre. Arrête de m'appeler ton Jésus, tu me déranges. Et là, c'est plus la voix du dodo. C'est maintenant la voix d'un homme, une basse. Tu me déranges, c'est quoi ton problème? Il dit, tu ne me parles pas comme ça parce que je suis envoyé par Dieu. Je travaille pour lui. Tu n'as pas à parler ainsi à quelqu'un qui est avec Dieu. Donc, en fait, il menace l'esprit. Au nom de Jésus, tu me dis que tu es. Il a commencé à envoyer le feu et tout le reste, prier. La chose dit, c'est bon, je vais parler, laisse-moi tranquille. Parle. Il commence d'abord par rire. D'abord, si je ne parle pas, tu vas me faire quoi? Tu vas me dire quoi? Il dit d'accord, comme tu me négliges, il a pris sa Bible, il a mis ça sur l'enfant, il a parlé dessus, il a giflé. Comme je pense qu'il avait employé le mot, je te dépose 15 tonnes sur le corps au nom de Jésus. Il a tapé sur la Bible. Tellement ça puisait. On ne connaît pas, hein. Nous, on sait que tout ça là c'est spirituel, on ne sait pas. On est seulement là, on voit la chose. La basse, ça crie. C'est bon, je vais parler, c'est bon, laisse-moi partir, je vais te libérer et tout. Il dit, tu vas libérer l'enfant là. Il dit, non, je ne peux pas libérer l'enfant, je ne peux pas, c'est ma femme. Comment ça, c'est ta femme? Qui est-ce que tu es? Je ne peux pas te dire. Il a encore insisté. C'est là où la chose là-bas sort, ça crie. Je m'appelle telle, je suis son grand-père. Elle a été consacrée à moi depuis dans le ventre de sa mère. Et depuis, elle et moi, dans son ventre à elle, on a notre famille, on a nos enfants, en fait, nous sommes mariés dans le ventre de la dodo en question. C'est ma femme, je ne peux pas me séparer d'elle, je vis dans son ventre. Notre maison est dans son ventre. Ah bon? Il dit, bon, moi je ne suis pas venue là pour discuter avec toi. Tu m'as dit que tu es d'accord. Comment est-ce que tu as fait pour entrer dans son corps? Est-ce que tu vis encore? Est-ce que tu es mort? Il dit, non, je suis mort depuis. Par accident. Il y avait eu un accident dans la ville où le monsieur qui a fait l'accident, celui qui donne le corps de ma camarade, en faisant l'accident, s'était coupé les pieds. Et le monsieur est mort. Il dit, j'ai fait l'accident et voilà et tout, il explique. Donc je suis mort, mais je suis mariée à cette dernière. On me l'a donnée depuis le moment où elle est dans le ventre de sa mère. Ok, d'accord. Bon, comme maintenant, tu m'as dit qui tu es et qu'il ne peut y avoir un mariage entre les morts et les vivants, tu vas dans le nom de Jésus libérer la jeune fille. Si tu ne le fais pas, moi je vais t'envoyer dans les abîmes de ténèbres et tu ne vas plus revenir. Il dit, niet, tu ne peux pas. Il dit, moi je peux. C'est pas que c'est moi qui ai la force là, non, c'est Dieu. Quand il dit seulement le nom de Dieu, quand il dit au nom de Jésus, aïe, tu me brûles, le nom est trop fort, c'est puissant, laisse-moi et tout. À un moment, il cède après le combat. Ça t'a fait peut-être 30 minutes là. Au moment où l'enseignant, le pasteur, dit, bon, comme tu m'as un peu tout dit, je vais te relâcher. Il dit, oui, ouvre la porte, je vais sortir. Après, le pasteur dit, non, tu n'as même pas fini. Tu es dans son corps. Si aujourd'hui, tu te présentes à nous, c'est que tu as un objectif. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu voulais faire en ce moment même? Il dit, j'ai une mission. Si j'ai tout fait pour que cette fille-là soit dans cette école cette année, c'est parce que j'ai une mission bien précise. Je dois repartir avec 3 âmes. Comment ça? Les âmes là sont dans l'école? Oh oui. Qui sont-ils? Il dit, premièrement, il y a toi, parce que tu nous déranges beaucoup dans la ville. Il y a beaucoup qu'on a envie de déranger. On avait même déjà commencé à déranger. Mais ils vont dans ton église, ça a changé. Tu nous emmerdes. Toi, premièrement, je venais te prendre. Ensuite, il y a ta fille que je suis venue prendre. Et c'est là où le gars cite mon nom. Il dit également tel. Quand il dit ça, c'est comme si on m'a mis un marteau net à la nuque. Ma tête a commencé à battre. J'ai crié, j'étais au fond de la classe avec les autres, j'ai crié. Le pasteur est resté avec elle, a dit, ce que tu viens de
provoqué là, brise ça, récupère et tu prends ça toi-même. Récupère ce que tu viens de mettre sur ma fille tout de suite, à l'instant même. Sa fille aussi qui était dans une autre classe, toujours de CM2, dans une autre classe, là-bas aussi commence à crier. Il dit retire, récupère immédiatement ce que tu viens de déposer sur eux. Je ne récupère pas au nom de Jésus et tout le reste. Le gars a récupéré. Il dit bien, va dire à ceux-là qui t'ont envoyé que c'est toi-même qu'on va prendre en sacrifice et que c'est toi-même qui feras ce que tu es venu chercher ici. Toi et tous ceux qui t'ont envoyé au nom de Jésus, je vous proclame la mort. Si vous n'êtes pas, si ceux qui t'ont envoyé ne sont pas encore morts, je vous proclame la mort. Et si vous êtes déjà morts, je vous envoie dans les abîmes de ténèbres. Maintenant, quand tu sors d'ici, tu ne reviens plus dans le corps de Dodo, tu ne déranges plus jamais mes filles et tu ne me cherches pas. Le jour où tu vas me chercher, tu vas trouver Dieu sur ton chemin. Et idem pour mes filles. Est-ce que tu as compris? Oui. Le pasteur a ouvert la porte. Il dit, je t'ordonne de sortir et de partir dans les abîmes des ténèbres à l'instant même au nom de Jésus. Quand la chose sort, on te ressent un vent dans la classe. Boum. C'est que, en fait, ça n'a même pas fait 10 secondes. Dans toutes les classes maintenant, on écoute à bas, ça crie, waouh! À gauche, ça crie. Les enfants pleurent et tout le reste. En 3e année, une petite fille a perdu connaissance pendant qu'elle était avec la maîtresse dans la classe. En 1re année, un petit garçon aussi a fait perdre connaissance. Une petite fille qui est partie aux toilettes se met à crier sur la banque, au secours, au secours, au secours. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur qui est dans les toilettes là-bas avec une machette. Il a les pieds coupés. Il m'a poursuivi pour dire qu'il va me tuer. Oh, ça dort. La Dodo se lève et commence à pleurer. Elle dit, monsieur, il est là. Comme il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire, il veut maintenant prendre n'importe qui. Monsieur, il est dans toute l'école. Il est là. Mon père sort là-bas. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe encore? On l'explique la chose. Le monsieur qui ne croyait pas, quand il voit la petite en train de pleurer, il voit comment les gens crient dans l'école. Il sent que non, là c'est risqué. Il était sur un côté, là-bas à l'école. De là, ma camarade crie, monsieur le directeur, partez de là où vous êtes dans la bassine de sang rempli de tête que le monsieur a déposé. Quand mon père saute de là, mon père a commencé à prier. Il y a les têtes de mort là-bas, il y a les cuvettes de sang ici. Toute l'école était en alerte. Les parents qui étaient proches sont venus. Qu'est-ce qui se passe? Voici ce qui se passe. Notre enseignant, le pasteur, a dit non, ne paniquez pas. Tout ce qu'on a à faire là maintenant, si on veut rester tranquille, si on veut rentrer chez nous sans problème, c'est de mettre ça en prière. Voilà comment tous les enseignants ont commencé à prier. Nous sommes des enfants. On prie, ben, on est là avec la peur, on pleure. On t'a fait de 16h, 17h, parce que normalement les parents viennent prendre leurs enfants à 17h30. Les autres parents sont arrivés. Les parents même de la concernée sont arrivés. Jusqu'à 18h, près de 19h, les gens étaient encore à l'école pour prier. Briser les choses, prier, demander à l'esprit de partir. C'est quand maintenant la fille dit c'est bon, il est parti que mon père fait asseoir les parents pour dire récupérez votre fille, allez-y avec elle. Parce que ce qu'on vient de vivre là, c'est quelque chose de grave. Mon oncle a expliqué, le pasteur, l'enseignant, il a expliqué que voici ce que j'ai, la petite nous a dit, voici et tout le reste. Mais renvoyer l'enfant, ce serait mal, vu que bientôt les examens. Ce qu'on peut vous demander, c'est de garder l'enfant à la maison, lui faire des cours à la maison et attendre seulement la date pour les examens du CEP et du concours. C'est comme ça que Dodo est restée chez elle pendant, vers la fin de l'année, avec son petit frère. La mère a dit effectivement, ce que vous avez vécu, c'est vrai. Je connais le monsieur qui est venu à vous.
C'est la vérité, c'était mon papa. Et moi-même, on me l'avait déjà dit que ma fille est ainsi, mais je n'y croyais pas. Aujourd'hui que vous me dites ça, ça me confirme ce qui avait été dit. Et pour éviter effectivement ce que vous dites, pour éviter encore le pire, je vais garder l'enfant à la maison. Même le père, ils étaient même à deux doigts les deux de se séparer, le père et la mère, à cause de cette affaire-là, à cause du problème qui avait été créé. On les a conseillés et tout le reste. Tout ça pour dire quoi? Faites attention. Le matin, là, quand vous envoyez vos enfants à l'école, trempez l'école dans le sang de Jésus. Trempez la classe de l'enfant dans le sang de Jésus. La chaise où il s'assoit, ce qu'il va manger, boire. Parce que dans les écoles, les enfants se partagent les goûters. C'est pas que c'est mauvais, mais tu ne sais pas qui est devant toi. Voici ici au Gabon où un enfant de 3 ans a empoisonné la maîtresse avec son goûter. Vu qu'il y a des maîtresses qui font, les parents apportent les goûters, mettent les goûters dans les cercles, les maîtresses mangent. Il a mis tuer rat, tuer souris dedans. La maîtresse a mangé, elle est morte. Faites attention. Priez pour vos enfants. Faites attention. Moi là, je suis quelqu'un vraiment, comme je l'ai dit la dernière fois dans mon autre audio, quand je vais vraiment donner ma vie à Dieu entièrement, là, je serai un grand témoignage. Vraiment un très grand témoignage. Je rends grâce à Dieu, je suis en vie, j'ai quel âge aujourd'hui? Je suis dans un ménage, je vais bien, et malgré les persécutions, les attaques, parce que ça ne s'arrête jamais. Tant que tu vis là, tu seras attaqué. Tant que tu es avec Dieu là, tu seras toujours attaqué. La seule solution, c'est la prière, tout remettre à Dieu et puis lui faire confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. DMG, bonjour, j'espère que tu vas bien. J'appelle depuis un pays de l'Afrique centrale qui est beaucoup plus connu sur sa mauvaise qualité de football et tout. J'espère que vous maîtrisez déjà de quoi est-ce que je parle. Moi, c'est Monsieur X, je suis une personnalité publique. Enfin, j'essaie de me faufiler un peu, de créer mon monde à moi. Et je suis en 2e année de l'université. Et il y a quelques jours de cela, il y a un truc qui nous est arrivé à l'université là-bas, des instituts privés bien sûr. Et avant ce drame-là, il y avait tout d'abord un petit drame aussi qui s'était arrivé. C'était en début janvier. En début janvier, il y a une de mes collègues de classe, une fille. Ce jour-là, elle est arrivée, elle ne se sentait même pas bien. Lorsqu'elle est arrivée, elle me dit que non, elle ne se sent pas bien, elle n'est pas de bonne humeur, elle doit aller changer d'air. Du coup, à l'université, il y a une salle de classe qui est toujours libre. Elle est allée dans la salle de classe pour se changer des idées. Arrivée là-bas, elle me dit que non, à peine entrée, même pas 5 minutes, elle sentait la présence d'une entité malveillante. Donc tout à coup, elle avait besoin de poignarder quelqu'un, elle était en colère. Donc elle avait besoin de se déchaîner sur une personne en fait. Une fois sortie dans cette salle-là, le lendemain, elle est tombée malade. Et nous, on croyait peut-être que non, c'était juste un truc du genre... elle était partie, je ne sais pas, avec un sugar daddy et tout, et là-bas, ça s'est mal passé, et après, il y a eu des retombées. On n'a pas trop géré, on s'est moqué d'elle et tout. Quelques jours après, on constate que non, le problème persistait toujours, donc ça devient de plus en plus grave. Des vomissements, la fièvre, le palu. Deux fois, lorsqu'elle vomissait comme ça, tu sens que non, c'est comme si c'était pas vraiment normal, quoi. Sa façon de vomir, sa façon de hurler et tout. Et on commençait à prendre ça au sérieux. Et après ça, 2 ou 3 jours après, elle s'est remise. Elle a commencé à récupérer. Le 9 janvier de ce mois, de cette année, 2024, je viens à l'école comme ça. L'atmosphère était vraiment glaciale. Et une fois dans la salle, les autres étaient déjà là, en train de faire cours. Dans la salle et tout. Moi, je viens, je me pose, je suis le cours. Quelques minutes après mon arrivée, il y a une dame qui vient, une collègue de classe toujours.
Elle vient, elle va s'asseoir devant. 5 minutes après qu'elle est rentrée dans la salle, j'ai commencé à ressentir du froid. C'est comme s'il y avait un courant d'air, vu que l'entrée de la salle, c'était derrière nous. Donc, on a donné le dos à l'entrée de la salle. Je sens, c'est comme si quelqu'un a ouvert la porte et il y avait un courant d'air plutôt vraiment, vraiment glacial. Un courant d'air glacial comme pas possible. Le truc rentre dans la salle et je sens que non, ça vient carrément se poser, au milieu de la salle. Genre pour dégager cette énergie négative qu'il a ramenée là. La dame, 5 minutes après son arrivée là, non, il y a eu tout ça. Je ressentais vraiment le froid remonter du bas de mon pied jusqu'au niveau de ma taille. J'ai pas géré, je continuais toujours à rire et tout avec les profs. Et à un moment donné, la dame commençait à réagir. C'est comme si elle faisait une crise d'asthme. Nous, on s'est dit, bon, peut-être que c'est ça. Peut-être, vu qu'elle est grosse, on s'est dit que non, peut-être que c'est ça. On n'a pas trop géré. 1 minute après, donc, elle s'étouffait toujours. J'ai dû demander au prof d'aller signaler au bureau que non, il y a une élève ici qui fait des malaises. Ça aurait été mieux qu'on la prenne, qu'on va la déposer au bureau ou encore la ramener à l'hôpital, vu qu'il y a une grande hôpital juste à côté de chez nous, là, de l'université. La dame, après ça, elle s'est débattue, d'après ses explications, elle s'est débattue dans la spiritualité là-bas. Il y avait une personne qui était en train de la saisir au niveau du cou. Elle s'est débattue dans la spiritualité. Et au moment où elle touche une de ses collègues aussi qui était juste à côté là, donc sa voisine de la même table, quoi. Donc au moment où elle touche la voisine, elle prend directement, elle tombe sur, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Elle rentre en transe, la petite, la deuxième fille, là, pas la grosse. Elle rentre en transe, elle dit directement que non, il y a une entité malveillante qui est venue ici pour sacrifier des gens. Donc, qui est venue ici pour sacrifier des gens. Et il y a une fille aussi qui a ramené son esprit de sirène ici dans la salle. Nous, on était choqués. Directement, je me suis dit, bon, c'est bon pour moi, c'est mieux pour moi que je puisse sortir dehors et les laisser avec leurs problèmes. Donc, on ne sait pas, on est en Afrique, on ne peut pas se permettre de aller mettre la main dans des choses qui ne te considèrent, qui n'est pas à toi. Donc, je me suis dit de rester dans mon coin et tout. Mais je suis sorti dans la salle. Au moment où je suis hors la salle et tout, je me dis que non, bon là c'est bon, je suis posé, il n'y a plus aucun problème pour moi. Au fond, j'avais tout faux. J'avais carrément tout faux. Ce n'était que le début de l'enfer qu'on a vu que ce jeudi-là. Ce n'était que le début. Donc, à 1 mètre de l'entrée de la salle, je sentais toujours cet esprit, cette énergie négative qui sortait de la salle. Donc, dès que tu arrives près de la salle, si tu es sensible spirituellement, ça te prend. Donc, ce jour-là, il y a plus de 11 à 12 étudiantes là-bas. J'étais le seul homme à réagir à cette entité-là parce que moi, déjà, je suis ouvert spirituellement. Donc, spirituellement, je suis ouvert. Donc, il y a eu 11 à 12 étudiantes qui sont tombées là. Que ce soit la directrice, elle est tombée. Elle est gravement tombée là-bas en train de casser les ordinateurs de son bureau et tout. Donc, moi, j'étais là, j'étais choqué. J'essayais de me maîtriser. Mais c'était pas la peine. C'était pas la peine. Donc, dès que tu arrives près de la salle, ça te prend. À un moment donné, ça envahit toute l'école. On s'est dit, bon là, ceux qui étaient touchés par ça, c'était comme si des gens étaient devenus des zombies ou comment, je ne sais pas. Cette journée, jusqu'à présent, lorsque je vais à l'école, je suis toujours traumatisé par ce que j'ai vu, ce que les autres ont vu, parce qu'on nous a dit que non, cette entité-là, bon, appartient au DG de l'école. Au DG de l'école. Je me disais que non, l'école, c'est un peu comme l'église. Lorsqu'on va là-bas, il n'y a rien et tout, on se protège de tout. Mais arrivé là-bas, ce jour-là, vraiment, je me suis rendu compte que non, il n'y a pas d'abri, quoi. Il n'y a pas d'abri à l'école. Il n'y a vraiment pas d'abri. Donc jusqu'à présent, moi et mes collègues, tous ceux qui étaient touchés par cette entité malveillante-là,
Jusqu'à présent, il y a d'autres qui n'arrivent toujours pas à s'en remettre. On s'était même décidé de quitter l'école. Parce que là-bas, il y a eu des prophéties. Lorsqu'on a quitté là-bas, ce même jour-là, il y a d'autres élèves et leurs parents qui sont allés dans des églises. Il y a eu des prophéties que non, c'est le DG qui a ramené ça pour que son école puisse se prendre encore puisse être encore beaucoup plus populaire qu'avant, quoi. Donc là, il l'esprit de sirène. Donc jusqu'à présent que je vous parle, là, jusqu'à présent dans la salle, il y a toujours cet esprit-là, là-bas. Et il y a toujours cet esprit de sirène là-bas. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, ça vient de se passer récemment. Ça vient de se passer récemment. Donc pour ceux qui ont entendu cette histoire dans mon pays, ils savent. Ils savent vraiment. Et il y a d'autres élèves qui ont déjà commencé à faire des inscriptions ailleurs, histoire de se préparer pour le comment est-ce qu'on appelle, deuxième semestre. Donc là, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc là, je vais plus vraiment régulièrement à l'école. Des fois, je vais juste, dans la semaine, je peux aller une fois. Je fais pas cours, je sors parce que je suis vraiment traumatisé. Jusqu'à présent, je disais que non, le dehors était mauvais, mais pas jusqu'au point d'imaginer que non, ça allait nous atteindre jusqu'à l'école. On s'imaginait pas comme ça. On s'imaginait même pas. Mais, et venant d'un DG qui essaie de sacrifier, je ne sais pas, ses étudiants pour sa grandeur et tout, je ne sais pas. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse vraiment. On a plusieurs qu'on ne veut même plus mettre pied là-bas à l'école. Moi, en tout cas, dans la semaine, on a 5 jours de cours et je ne vais même plus. Je ne vais même plus à l'école. Tellement que ça m'a traumatisé. Je ne peux pas comprendre que non, moi, tel que je suis là, je ne suis pas vraiment très gros balèze, plutôt physiquement parlant. Je suis plutôt moyen, mais j'ai pu déterrer, comment est-ce qu'on les appelle déjà? Des regards. Je ne sais pas si vous maîtrisez des regards, ce sont des espèces de tuyaux qui canalisent de l'eau des toilettes et tout, dans des parcelles. Il y a des trucs carrés comme ça. Et il y a un chapeau dessus, dont on relie le chapeau et la source à base d'un ciment. Donc j'ai pu détacher les deux, donc séparer les deux. Donc la source des regards et le chapeau là, qui était cimenté, j'ai pu les détacher en deux sans pourtant s'en rendre compte. Et je n'ai pas eu mal, ni de blessure, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour vous dire que non, faites vraiment attention. Il n'y a pas d'abri. Il n'y a même pas d'abri. Que ce soit à l'école, même à l'église, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le dehors est vraiment, vraiment mauvais en ce moment. Le dehors est vraiment, vraiment mauvais. J'ai plein d'histoires à raconter, mais au fait, là, même en parlant comme ça me traumatise encore. Ça me traumatise encore. Donc, le DG, ce même jour-là, lorsqu'il vient, il constate que non, les gens étaient sous le choc de ce qui venait de se passer. Il est là, tout en souriant. Pour lui, tout était bien. Et quelques jours après, lorsqu'on a menacé de nous donner des explications, il a essayé de mentir que non, c'était normal, il n'y avait rien et tout. Ne vous en faites pas. Quelque chose de normal peut mettre en transe 11 à 12 étudiants. De vous à moi. 11 à 12 étudiants en transe. 11 à 12 étudiants. Si on essaye de prendre la directrice là, ça fera quelque chose de 13 personnes. En moins de 30 minutes, on a fait des dégâts là-bas à l'école. Il y a d'autres qui ont cassé des bancs. Donc, il y a eu des trucs pas normaux. Ce qui est sûr, le dehors est mauvais. Et ce jour-là, on l'a tous vécu. Et le témoin, c'était la directrice là. Au moins, s'il n'y avait pas la directrice, on n'allait pas nous croire. On allait dire que non, on est en train de mentir et tout. Mais il y a eu la directrice qui est rentrée en transe jusqu'au niveau de casser les ordinateurs. Donc c'est ça mon histoire. Peut-être que je reviendrai encore envers un temps pour essayer d'expliquer d'autres histoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour monsieur, moi c'est Thierry Ndjameni. Moi je ne suis pas abonné à votre page. Moi je me suis abonné sur votre page hier et au fur et à mesure quand je fouillais les vidéos, il y a certaines vidéos qui me concernaient vraiment et que ça m'a vraiment beaucoup touché même quand j'étais
en lieu de service, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et j'ai envie de partager mon histoire avec tant de personnes qui sont abonnées à votre page, qui croient que la vie est facile, que quand on se lève un bon matin, quand tu arrives à manger, tu crois que non, que Dieu t'a donné la chance de la vie. Et je veux leur faire comprendre que ce n'est pas ça. Que se lever le matin, prendre sa brosse pour se brosser et mettre quelque chose dans la bouche, ça ne veut pas dire que la vie nous donne aussi le lait. Mes amis et les followers de DMJ TV, je vous salue. Je vous raconte mon histoire à l'âge de 7 ans parce que j'ai perdu ma maman à l'âge de 5 ans. À l'âge de 7 ans, j'avais ma voisine. Donc, en langue maternelle, comme on l'appelait, on était habitué à l'appeler Mamini. Mamini, c'est celle que une femme au quartier qui a fait les jumelles. Et comme je suis jumeau, je jouais avec mon frère jumeau un jour. Donc, on était à la cour, on jouait. Subitement, la maman vient vers nous. On était là, plein des amis. Elle m'appelle et elle me demande que je donne mes crashs. Donc mes crachats. Donc mes crachats, c'est quelque chose de donc un témoin de ma vie. Parce que quand tu te lèves, tu donnes tes crashs à une personne, ça veut dire que tu as donné ton corps, tu as vendu ton corps à cette personne. À l'âge de 7 ans, moi je ne savais pas ce que je faisais. Parce que j'étais vraiment ignorant. J'ai cru qu'elle prenait quelque chose comme ça. Et elle a coupé une feuille devant notre cou et elle a dit que je crache dedans. Et quand j'ai craché dedans, quand elle se tourne, elle a médité sur ça. Et c'est quelque chose que j'ai noté parce qu'au fur et à mesure, ça jouait sur moi et moi je ne savais pas. C'est quand maintenant je prends conscience, j'ai vu que non, que c'est ça qui est en train de faire. J'ai donné mes crachats à la dame. 2 ans, 3 ans, j'ai constaté que je volais tellement. Je vous dis vrai les amis, je volais pas possible. J'étais un grand bandit mais je ne volais pas avec l'arme. Je volais les choses qui ne servaient à rien du tout. J'ai touché l'argent, ça ne faisait même pas 30 minutes dans ma poche. Quand je touchais mon argent, je dépensais n'importe comment, au à travers, parce que moi je ne savais pas. Un jour, je dis à mon papa, parce que quand je volais, on me prenait au quartier, on me tabassait. Et puis jusqu'à nos jours, je garde toutes les cicatrices sur moi. Et j'ai eu mal de vision toujours parce que j'ai eu à voler et j'ai eu mal de vision jusqu'à nos jours et ça joue sur moi. Je vais vous raconter cette histoire en pleurant parce que j'ai raconté ça à mon papa ne me croyait pas. Quand je dis à l'âge de 7 ans, on avait pris mes crachats et le témoin pouvait être mon frère jumeau et mon frère jumeau ne se rappelait pas de ça parce que mon frère jumeau n'avait pas les mêmes mémoires que moi. Mon frère jumeau n'avait pas les mêmes mémoires que moi. Et je me rappelais très bien. Un jour, à la réunion familiale, j'ai expliqué le problème. Tout le monde ne me croyait pas. Et j'ai dit maintenant, le chef de famille n'était pas au Cameroun. Je prononce son nom dans la vidéo parce que je n'ai pas peur de lui. Il s'appelle Joseph Boda. Il n'était pas au Cameroun. On a encore renvoyé la réunion encore 1 an. Quand mon oncle est arrivé au Cameroun, c'est lui le chef de famille. Moi, je lui ai fait part de ça. Que si on ne résout pas mon problème, moi, juste parce qu'il a parlé tant de fois à mon père, il n'a pas accepté. Que si on ne résout pas mon problème, moi, je suis capable de prendre mon acte de naissance à mon père et je pars encore à la mairie. On recommence notre acte de naissance à 0. Je retire le nom de mon père sur mon acte de naissance. Parce que je connais ce qui m'est arrivé et je connais les douleurs que j'ai traversées sur ça et je connais les chocs que j'ai eu à voir. Pas possible parce que quand une personne se lève un bon matin, il prend ce qu'on dit les crachats et il vous met mal à l'aise avec. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut faire très attention avant de dire peut-être mot à une personne en route parce que la parole que vous prononcez, ça vous condamne. Ça vous condamne vous-même. Au-delà de ce que j'ai dit, mon oncle n'a pas pris ce que j'ai dit en considération. Il a fait la réunion familiale, il est encore retourné dans son pays.
Moi, je prends mon téléphone, je le menace. Que sur lui-même, il ne fait pas ça, moi, je le considère plus comme un oncle. Il a cru que je blaguais pour dire. Il a dit que s'il ne fait pas ça, je ne le considère plus. Que ce n'est pas parce que lui, il a l'Europe, il nous envoie 10 000 francs, que 10 000 francs, ce n'est pas ma vie. 10 000 francs ne peut pas m'acheter. Lui, une semaine après, il a vu que j'étais vraiment sérieux. Il s'est dépêché. Il a pris le vol qu'il devait prendre pour arriver au Cameroun. Pour dire vraiment, si toi tu me dis ça, parce qu'il a profité parce qu'il avait un business à gérer au Cameroun. Parce que tu ne peux pas te lever, tu payes un billet d'avion comme ça. Il avait un autre business à gérer au Cameroun. Il a profité pour venir me voir. J'ai causé tête à tête avec lui. Que j'ai envie de partir chez un voyant. Pourquoi on voit le problème? C'est depuis des années que je parle, on ne m'écoute pas. Il a dit que Thierry Djameni, calme-toi. Que je vais aller chez un voyant causer avec lui. Que juste, il est parti chez le voyant, on a causé avec le voyant. Et il m'a demandé, le voyant lui a envoyé demander ma photo et mon nom. Et j'ai écrit tout mon nom sur un bout de papier et j'ai remis et avec une carte photo de moi. Parce que le voyant doit faire sa part et te dire le résultat. Et c'était un voyant qu'on croyait tellement en lui au quartier parce qu'il était bon. Et j'ai décidé qu'on fait chez lui. On a fait chez le voyant, on a vu que c'était la vérité. Au-delà de ce que je dis encore, on est parti, le voyant a fait le travail. Le voyant fait le travail et il oublie de me dire les conditions. Que je ne dois pas saluer une personne en route parce qu'on vient de travailler sur moi. Que je ne dois pas saluer une personne en route. Que je ne dois pas faire l'amour avec une femme le même jour qu'on a travaillé sur moi. C'est quelque chose qu'il ne m'a pas dit. Et moi, je me lève. Quand on a fini de travailler sur moi, moi, je me lève. Je pars en route. Je commence à saluer n'importe qui à mes yeux. Je commence à saluer n'importe qui. Et je fais le même jour encore. J'appelle ma copine. Je fais l'amour avec ma copine. Et rentre chez eux. Sans oublier que j'ai déjà brisé ce qu'on vient de faire sur moi. Dans le sortilège qu'on avait retiré, j'ai encore brisé ça. Donc c'est encore retourné sur moi. Je mets la pression à la famille. La famille ne comprend pas. Et moi-même, j'ai décidé que non. Même si on doit demander que 500, même si c'est 1 million, je dois cotiser mon argent pour faire ça. Même si je ne me retiens pas souvent, moi je fais quand même le maximum pour me ressaisir parce que je respecte tellement les personnes qui m'entourent. Pour vous dire les amis, vraiment, bonne journée à vous. Et faites très attention dans la vie. Les paroles que vous sortez de votre bouche, ça condamne. Ça condamne vraiment. Donc avant d'insulter une personne en route, avant de dire que toi tu ne vaux pas la peine, regarde-toi d'abord et tu te juges si toi-même tu vaux de la peine aux yeux de la personne que toi tu es en train de parler comme ça. Parce que la vie n'est pas facile, on ne se lève pas un beau matin. Quand tu manges peut-être déjà une bonne viande et tu dis que non, je vis bien. Ne vis pas dans une grande maison, tu dis que je vis bien. Parce que rien n'est facile dans la vie. Tout est compliqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. C'est Tom Schnezois raconté. Envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.